La voix du père de Maren rugit à travers le vent hurlant, tranchante et définitive, « Tu n'es plus mon enfant, dégage !» Il se tenait à la porte, son visage tordu de fureur, convaincu que Maren avait volé 5 millions de dollars à l'entreprise familiale. Elle s'effondra sur le sol boueux, la pluie tombant à torrents, trempant ses vêtements. « Papa, je ne l'ai pas fait, s'il te plaît, écoute-moi, supplia-t-elle, la voix rauque alors que le tonnerre claquait contre la fenêtre. Mais il ne s'y a même pas. À la place, il attrapa sa valise, déjà prête comme s'ils avaient tout planifié, et la lança dans une flaque. L'eau sale éclaboussa ses jambes. Depuis la fenêtre de la cuisine, les domestiques jetaient des coups d'œil à travers les rideaux, chuchotant entre elles. Leurs ombres vacillaient dans la lumière tamisée, leurs yeux pleins d'une pitié silencieuse, mais trop effrayés pour intervenir. Maren tendit la main vers la valise, ses doigts tremblants, mais Monica s'avança, lui bloquant le passage. Sa belle-mère tenait entre ses doigts la bague de mariage de sa mère, celle qu'elle avait arrachée du coffre après la mort de la mère de Maren. Monica ricana et la lui lança au visage. « Tu ne mérites rien du tout, » dit-elle, sa voix dégoulinante de venin. La bague heurta le front de Maren, entaillant la peau. Du sang coula, se mêlant à la pluie. Avant qu'elle ne puisse réagir, Nick, son demi-frère, bouscula Monica. Il frappa Maren violemment dans le flanc, l'envoyant s'étaler vers la grille. « Dégage, voleuse !» cracha-t-il. Tante Linda, la sœur de son père, se tenait près du porche, serrant son collier comme s'il pouvait la protéger d'une malédiction. « Va mourir avec ta mère !» hurla-t-elle, sa voix stridente par-dessus la tempête. Nick ouvrit la grille d'un coup sec et, avec une dernière poussée, Maren trébucha dans la rue. Elle cria vers son père, le suppliant de lui faire confiance, mais son expression resta froide. Il rentra à l'intérieur et la porte claqua derrière lui. Tout s'effondra. La grille de fer se referma avec un bruit métallique, la chassant de la seule maison qu'elle ait jamais connue. Maren n'eut pas le temps de réaliser. La pluie était implacable et le vent déchira sa veste. Elle rampa vers la valise, l'ouvrit maladroitement. Tout à l'intérieur était trempé, vêtements, quelques vieilles photos, sa carte d'identité. Il l'avait piégée. Elle avait vu les signatures falsifiées sur le registre de l'entreprise une semaine plus tôt, son nom griffonné par une autre main. Elle avait essayé d'en parler à son père, mais il n'avait rien voulu entendre. Monica l'avait enroulé autour de son petit doigt depuis la mort de la mère de Maren, quand elle avait 10 ans. Monica s'était insinuée dans la famille, retournant son père contre elle, s'assurant que Nick hérite de tout, la maison, l'entreprise, le nom des Carter. Tante Linda avait été son chien fidèle, toujours prête à plaire. C'était probablement elle qui avait falsifié les documents. Ils avaient planifié ça pendant des années, et Maren avait été trop naïve pour le voir. Elle erra sous la pluie cette nuit-là, les lampadaires s'estompant derrière elle tandis que la tempête avalait tout. Sa valise traînait à son bras, trempée et lourde, mais elle continuait d'avancer. Elle ne savait pas où elle allait, juste loin. La coupure sur son front la brûlait et ses côtes la lançaient là où Nick l'avait frappée, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Au matin, la pluie s'était calmée et Maren se retrouva tremblante sous l'auvent d'une station-service délabrée. L'employé à l'intérieur lui jeta à peine un regard quand elle lui tendit ses derniers 5 dollars pour un café et un beignet rassis. Elle s'assit sur le trottoir, sirotant la boisson amère, fixant la bague de sa mère dans sa main. C'était tout ce qui lui restait, et elle ne la lâcherait pas. Les semaines suivantes furent un tourbillon de désespoir. Elle finit dans un appartement miteux infesté de cafards à la périphérie de la ville, payant le loyer avec le peu d'argent qu'elle avait gratté en mettant sa montre en gage. Elle trouva un boulot de serveuse dans un dîner graisseux près de l'autoroute. Le salaire était minable et les clients encore pires. Un type avec une casquette de camionneur lui attrapa le bras quand elle apporta l'addition, marmonnant avec un sourire pâteux, « T'as l'air d'un désastre, chérie. » Maren se dégagea et lui dit d'aller se faire voir, s'attirant un regard noir de son patron. Une autre nuit, une femme en fausse fourrure ne lui laissa pas de pourboire et déposa une serviette avec le mot « perdante » écrit dessus. Elle faisait des doubles services juste pour manger, ses mains craquelaient à force de frotter les sols après la fermeture. Elle avait faim tout le temps, son estomac grondait si fort qu'elle pressait son poing dessus pour le faire taire. Une nuit, environ un mois après avoir été chassée, les choses empirèrent.
Elle rentrait d'un service tardif, trop fauchée pour réparer son parapluie cassé, quand un type dans une berline déglinguée s'arrêta à côté d'elle. Il se pencha par la fenêtre, lui proposant un boulot, disant que c'était de l'argent facile, juste déplacer des colis. Maren était désespérée, son loyer était dû dans 2 jours, alors elle monta. Il la conduisit dans une ruelle derrière un entrepôt, et c'est là qu'elle vit le regard dans ses yeux. Il lui attrapa les cheveux, la tirant vers la banquette arrière. « Tu vas le gagner à la dure, dit-il. » La panique la frappa vite. Elle fouilla dans sa poche, trouva un couteau de poche rouillé qu'elle avait ramassé pour se protéger et lui taillada le bras. Il jura et lâcha prise, du sang coulant sur sa manche. Maren s'enfuit, courant jusqu'à ce que ses poumons brûlent, l'entaille qu'il avait laissée sur son épaule suintant à travers sa chemise. Elle se cacha dans une benne à ordures pendant des heures, tremblante, jusqu'à être sûre qu'il ne la suivait plus. C'est là qu'elle rencontra Jason. Une semaine plus tard, elle sirotait une bière bon marché dans le bar le plus miteux qu'elle avait pu trouver, cherchant juste un endroit pour s'asseoir et réfléchir. Jason se glissa sur le tabouret à côté d'elle, un type maigre d'une 30aine d'années avec une veste en cuir usé et des phalanges balafrées. « On dirait que t'as traversé des trucs, » dit-il en allumant une cigarette. Maren haussa les épaules, pas d'humeur à parler, mais il continua. « T'as l'air de plus rien avoir. » Elle hocha la tête, prenant une gorgée lente de sa bière. Il lui dit qu'il s'appelait Jason, qu'il avait tradé des actions à Wall Street jusqu'à ce qu'un mauvais coup le ruine. Maintenant, il repartait de zéro, repérant des gagnants sur le marché, et Maren était la première personne qu'il voyait avec qui il pourrait faire équipe. « Si tu veux survivre, faut battre les salauds qui se croient meilleurs que toi, » dit-il en expirant la fumée. « Je peux te montrer comment. » Au début, elle ne le crut pas, mais elle n'avait plus rien à perdre. Alors elle lui raconta son histoire, comment son père l'avait jeté dehors, comment il lui avait tourné le dos, comment il l'avait piégé. Ils voulaient la même chose, remonter et faire payer ceux qui les avaient sous-estimés. Ils se serrèrent la main, et comme ça, le jeu commença. Jason commença à lui apprendre les ficelles. Ils se retrouvaient à la bibliothèque du centre-ville, utilisant les ordinateurs gratuits. Il lui montra comment lire les graphiques boursiers, repérer les tendances et parier sur des entreprises que personne d'autre ne voyait venir. Elle s'y plongea à fond, restant tard après ses services, les yeux troubles à force de fixer les chiffres. Après quelques mois, elle quitta le dîner et mit ses économies avec celles de Jason pour leur premier trade. Ils investirent dans une petite firme tech au bord de la faillite. C'était un pari risqué, et elle faillit abandonner quand l'action plongea. Jason lui attrapa le bras, sa voix ferme, « Tiens bon, on a ça. » Il avait raison. 2 semaines plus tard, la boîte décrocha un contrat, et l'action s'envola. Ils encaissèrent assez pour couvrir le loyer et plus encore. C'était la première fois qu'elle souriait en des mois. À partir de là, ils continuèrent. Elle devint plus maligne, plus audacieuse. Jason et elle emménagèrent dans un petit bureau bon marché, juste un bureau et 2 laptops, suivant les marchés jour et nuit. 1 an plus tard, ils traversèrent une mauvaise passe et perdirent la moitié de leur argent sur un mauvais calcul. Elle voulut abandonner, mais Jason ne la laissa pas faire. « T'es pas une lâcheuse, Evelyn, t'es une battante, » dit-il en posant un café devant elle avec un bruit sec. Ils doublèrent la mise, investissant tout dans une compagnie énergétique en faillite. Elle trouva une faille dans leur dossier de dette, la proposa à un acheteur que Jason connaissait, et ils la revendirent pour le triple de leur mise. Ce coup-là les mit sur la carte. Au fil des années suivantes, ils bâtirent quelque chose de solide, une firme financière à son nom. Elle embaucha une petite équipe, loua un bureau chic en centre-ville et regarda l'argent affluer. Jason resta son bras droit, le seul qu'elle laissait approcher. 10 ans passèrent comme ça. Une nuit, elle se tenait dans son bureau, regardant la skyline de la ville, un verre de whisky à la main. Elle n'était plus la même Evelyn qui avait rampé hors de cette ruelle. Elle avait transformé ses cicatrices en pouvoir, sa faim en richesse. Sa compagnie valait des millions maintenant, et c'était elle qui donnait les ordres. Jason entra, jetant sa veste sur une chaise. « T'as fait du chemin ?» dit-il en se servant un verre. Elle hocha la tête, jetant un œil à la bague de sa mère sur son bureau. Ce n'était pas assez. Papa, Monica, Nick, tante Linda, ils pensaient qu'elle disparaîtrait.
Ils avaient tort. Elle posa son verre et regarda Jason. Il est temps qu'il paie. Il ricana, levant son verre. Faisons-les souffrir. Jason et elle ne perdirent pas de temps après cette nuit au bureau. Elle avait passé 10 ans à grimper, transformant ses cicatrices en force, et maintenant il était temps de s'en servir. Tante Linda et Nick furent les premiers sur sa liste, 2 pièces du puzzle qu'il avait piégées et jetées dehors dans cette tempête. Elle les avait observés de loin au fil des ans, suivant leur vie à travers des coupures de presse et des murmures que Jason glanait auprès de vieux contacts. Tante Linda vivait toujours dans la même maison, entassant sa part de l'argent familial, tandis que Nick était devenu PDG de Carter Industries, se pavanant comme s'il possédait le monde. Il pensait qu'elle était finie pour de bon. Ils allaient découvrir à quel point ils avaient tort. Elle commença par Tante Linda. Elle avait toujours été superstitieuse, sursautant aux ombres et serrant ses breloques flippantes qu'elle portait au cou. Evelyn se souvenait comment elle lui criait dessus enfant, disant que le fantôme de sa mère la maudirait d'être née. Maintenant, elle allait retourner cette peur contre elle. Elle déterra des copies des pages falsifiées du registre que Tante Linda avait utilisé pour la piéger. Jason avait un gars qui pouvait récupérer n'importe quoi dans de vieux dossiers. Ils commencèrent à lui envoyer des morceaux par la poste. Chaque enveloppe contenait un bout de papier avec la signature falsifiée d'Evelyn et une note en encre rouge, ton sang paiera. Tante Linda ne saurait pas encore que c'était elle. Puis elle engagea un type, un minable que Jason connaissait, pour appeler chez elle à minuit. Il murmurait au téléphone, « Tu entends la mère d'Evelyn maintenant ?» et raccrochait. Jason lui dit que Tante Linda cessa de sortir après une semaine, rideau tiré, marmonnant sur des ombres dans ses miroirs. Les choses s'intensifièrent quand Tante Linda paniqua et appela un médium. Elle avait toujours cru en ces charlatans, pensant qu'ils pouvaient éloigner ce dont elle avait peur. Ce qu'elle ignorait, c'est que le type qu'elle engagea travaillait pour Evelyn. Elle l'avait payé le double de ce que Tante Linda offrait pour jouer le jeu. Il se pointa chez elle, brûlant de la sauge et psalmodiant des absurdités, lui disant qu'elle était maudite par un esprit vengeur lié au nom des Carter. Il la convainquit que le seul moyen de briser ça était de céder ses économies, disant que c'était de l'argent souillé qui nourrissait la malédiction. Elle donna tout, compte bancaire inclus, directement à une société écran qu'Evelyn avait montée. Quand ce fut fait, Evelyn se rendit elle-même chez elle. Tante Linda ouvrit la porte, pâle et tremblante. Evelyn entra sans un mot et laissa tomber la pile de registres falsifiés sur sa table basse. « Tu m'as appris à survivre, Tante Linda, » dit-elle, la voix plate. « Je t'apprends à vivre en enfer. » Tante Linda hurla, se jetant sur elle, mais Evelyn sortit alors qu'elle s'effondrait, sanglotant à propos de fantômes. Un mois plus tard, elle apprit que Tante Linda avait barricadé ses fenêtres et cessé de parler à quiconque. Elle était finie, enfermée dans son propre esprit. Nick fut le suivant, et il ne tomberait pas aussi discrètement. Il avait pris l'entreprise de leur père et en avait fait son terrain de jeu, virant des employés loyaux et empochant des bonus. Elle achetait des actions de Carter Industries depuis des années via des sociétés écrans, gardant son nom hors de tout ça. Jason gérait les détails, travaillant les chiffres pendant qu'elle attendait le bon moment. Il arriva lors de leur réunion annuelle des actionnaires. Elle entra dans la salle du conseil en costume noir, cheveux tirés en arrière, et prit place à la table. Nick ne la remarqua même pas avant le début du vote. Elle avait sécurisé assez d'actions pour avoir le contrôle. Quand le président demanda des motions, elle se leva. « Je propose de destituer Nick Carter de son poste de PDG, avec effet immédiat, » dit-elle haut et fort. La salle devint silencieuse. Le visage de Nick vira au rouge, ses poings frappant la table. « T'es qui, bordel ?» cria-t-il, les veines saillant dans son cou. Elle planta ses yeux dans les siens. « Je suis le cauchemar que t'as créé, » dit-elle, et elle se rassit. Le vote passa. Il était dehors. Mais il ne l'accepta pas sans lutter. 2 nuits plus tard, Maren rentrait du bureau en voiture quand un SUV noir dévia dans sa voie. Le conducteur fit sortir sa voiture de la route, et elle eut à peine le temps de sortir avant que 2 types encapuchonnés ne l'attaquent. L'un sortit un couteau, visant sa poitrine, mais elle esquiva et lui donna un coup de coude dans la mâchoire. L'autre l'attrapa par derrière, et elle lui écrasa le pied, se libérant. Elle courut dans les bois,
le cœur battant, jusqu'à les semer. Jason vint la chercher 1 heure plus tard, son camion au ralenti sur une route secondaire. C'est Nick derrière ça, dit-il en lui tendant un téléphone jetable. Il avait tracé les plaques, des gros bras liés à un type que Nick connaissait de ses années universitaires. Ils n'appelèrent pas les flics. À la place, Jason organisa une rencontre avec l'un des tueurs à gages, offrant du cash pour qu'il retourne sa veste. Le gars balança tout sur vidéo, nommant Nick comme celui qu'il avait payé pour éliminer Maren. Elle posta la vidéo en ligne le lendemain matin, taguant tous les médias qu'elle pouvait. À midi, les flics étaient chez Nick, le traînant dehors menotté. Les gros titres hurlaient fraude et tentative de meurtre. Il prit perpétuité, sans conditionnel. Avant qu'il ne l'enferme, elle lui envoya un chèque vide avec une note, « Bienvenue dans l'enfer que j'ai vécu ». Elle regarda les infos ce soir-là dans son bureau, Jason appuyé contre le bureau avec une bière. Tante Linda est brisée, Nick est fini. 2 de moins, dit Jason en la regardant. Ça va? Son ton était léger, mais ses yeux perçants. Maren hocha la tête, fixant l'écran où la photo d'identité judiciaire de Nick passait. Ouais, dit-elle simplement. Ça faisait du bien de les voir tomber, mais ce n'était pas assez. Monica et papa étaient encore là, vivants comme si de rien n'était. Elle éteignit la télé et attrapa son manteau. On n'a pas fini, dit-elle à Jason. Il termina sa bière et la suivit dehors. La danse n'était pas terminée. Encore 2 étapes à franchir. Jason et Maren quittèrent le bureau cette nuit-là avec un plan pour abattre les 2 derniers debout. Monica et papa. Tante Linda n'était plus qu'une coquille brisée, Nick pourrissait en prison, et maintenant c'était leur tour. Maren avait passé des années à bâtir son empire, attendant ce moment, et chaque mouvement devait compter. Monica était encore là, vivant des restes de la fortune Carter, agissant comme si elle n'avait jamais rien fait de mal. Papa était cloîtré dans une maison de retraite bon marché, une ombre de l'homme qu'il avait jeté dehors. Elle n'allait pas juste les ruiner, elle allait s'assurer qu'ils ressentent chaque seconde de leur chute. Elle commença par Monica. Monica avait toujours été la marionnettiste, tirant les ficelles pour piéger Maren pour ce vol de 5 millions. Maren fit fouiller Jason dans les vieux dossiers de l'entreprise, et ils trouvèrent des preuves. Monica détournait de l'argent depuis des années, comptes offshore, fausses factures, tout y était. Elle envoya le tout à la presse, des tuyaux anonymes avec assez de détails pour déclencher un scandale. En quelques jours, les gros titres criaient la fraude de Monica, et les fédéraux saisirent ses comptes bancaires. Sa belle maison fut mise aux enchères, et ses soi-disant amis l'abandonnèrent vite. Maren pensa que ce serait fini, mais Monica n'avait pas dit son dernier mot. Elle contre-attaqua fort, intentant un procès contre Maren, prétendant qu'elle avait fabriqué les preuves pour la piéger. Ses avocats étaient bons, trop bons. Ils obtinrent un mandat d'un juge, et la minute d'après, les flics menottaient Maren devant son bureau, l'emmenant pour interrogatoire. Jason cria après elle, « Tiens bon, on va arranger ça », alors qu'il la poussait dans une voiture de patrouille. Ça empira. Monica avait des contacts dans la prison. Elle paya des détenus pour s'en prendre à Maren pendant qu'elle était enfermée en attendant son procès. La première nuit, 2 femmes la coincèrent dans le bloc cellulaire. L'une lui bloqua les bras pendant que l'autre lui envoya un poing dans l'estomac. « Ça vient de ta belle-mère », siffla-t-elle, frappant encore, sur la mâchoire de Maren. Maren se défendit, donnant un coup de genou à l'une et un coup de coude dans le nez de l'autre, mais elle continuait. Quand les gardes les séparèrent, elle était couverte de bleu et saignait, la lèvre fendue. Elle passa 3 semaines là-dedans, esquivant les attaques, dormant d'un œil. Jason bossait sans relâche dehors, appelant toutes les faveurs qu'il avait. Il dénicha un vieil enregistrement d'une fête des années avant, Monica bourrée au champagne, se vantant à une amie d'avoir truqué les livres pour se débarrasser de Maren. Il le fila à l'avocat de Maren, et ils le jouèrent au tribunal. Le visage du juge devint glacial quand la voix de Monica crépita dans les haut-parleurs. L'affaire bascula. Ils abandonnèrent les charges contre Maren, et Monica écopa de 20 ans pour fraude et complot. Maren sortit de prison libre, son nom blanchi. Une semaine plus tard, elle rendit visite à Monica en prison. Monica était assise en face d'elle en combinaison orange, les cheveux en bataille, la fusillant du regard comme si elle pouvait encore gagner.
Maren sortit une bague de mariage, celle que Monica avait portée avec papa. Elle l'avait rachetée aux enchères juste pour ça. Tu disais que je ne méritais rien, dit Maren en la lui lançant au visage. La bague rebondit sur sa joue et tomba au sol avec un bruit métallique. T'as perdu, Monica. J'ai tout ce que t'as toujours voulu. Monica se jeta sur la vitre qui les séparait, hurlant, tu brûleras pour ça, petite. Maren tourna les talons et sortit, ses jurons résonnant derrière elle. Le garde à la grille lui fit un signe de tête alors qu'elle passait, et elle se surprit à sourire. Monica pourrirait là-dedans, impuissante, exactement comme Maren l'avait prévu. Restait papa. Il avait emménagé dans une maison de retraite miteuse après la faillite de l'entreprise, trop fauché pour garder la vieille maison. Maren le trouva assis dans un fauteuil usé, fixant une télé éteinte. Il leva les yeux quand elle entra, ses mains tremblant alors qu'il essayait de se lever. Evelyne, croassa-t-il, la voix faible. J'ai merdé, petite. Je suis désolée. Elle ne bougea pas, restant là, bras croisés. T'as choisi eux plutôt que moi, dit-elle, le ton neutre. Ils sont où maintenant, papa? Il s'effondra dans son fauteuil, des larmes montant. Elle sortit une vieille photo de famille de son sac, une avec lui et maman avant que tout ne déraille, et la déchira en deux devant lui. Il tressaillit comme si elle l'avait frappé, mais elle n'avait pas fini. Puis elle trouva quelque chose qu'elle n'attendait pas, dans un tiroir près de son lit, une lettre jaunie et pliée, datée d'une semaine après cette nuit d'orage. C'était son écriture, adressée à elle. Evelyne, j'aurais pas dû la croire. J'ai eu tort. Reviens à la maison. Monica avait dû l'intercepter, la cacher toutes ces années. Il n'était pas purement mauvais, juste un homme faible qui l'avait laissé mener la danse. Maren le fixa, la lettre en main, et il se mit à sangloter. J'ai essayé de réparer, dit-il, étouffant sur ses mots. J'étais trop tard. Elle ne dit rien pendant une minute, puis elle lâcha la lettre sur ses genoux et sortit un chèque de sa poche. 500 000 $, assez pour couvrir ses frais un moment. Prends soin de toi, dit-elle en se tournant vers la porte. Il cria après elle, s'il te plaît, pars pas, mais elle continua. Jason l'attendait sur le parking, appuyé contre son camion. Elle monta sans regarder derrière. Papa mourut quelques mois plus tard, seul. Son avis de décès fut à peine un paragraphe dans le journal local. La main de Jason resta sur son épaule cette nuit-là, après qu'ils eurent quitté l'endroit de papa. Le bourbon pesait lourd entre eux. Monica était enfermée, papa était parti, et tout ce poids l'écrasait. Elle avait passé 10 ans à se battre, à construire quelque chose à partir de rien, à détruire tout ce qui l'avait blessée. Maintenant, c'était fini, et elle ne savait pas quoi faire d'elle-même. Jason les ramena à son appart, les lumières de la ville floutées par les vitres du camion. Ils parlèrent peu, assis là dans le silence, le moteur grondant sous eux. Une fois dedans, elle vira ses chaussures et s'affala sur le canapé, fixant le plafond. Jason attrapa 2 bières dans le frigo et lui en tendit une. T'as réussi, dit-il en s'asseyant à côté d'elle. Ils sont tous partis. Elle hocha la tête, ouvrant la bouteille. Ouais, dit-elle en buvant une gorgée. Alors pourquoi ça fait pas mieux? Les semaines suivantes furent étranges. Elle reprit le boulot, dirigeant la boîte comme toujours, signant des contrats, rencontrant des clients. Le bureau bourdonnait de gens qui ignoraient ce qu'elle avait traversé, et elle le gardait ainsi. Jason restait là, gérant les chiffres et balançant des blagues pour détendre l'ambiance. Un matin, il la traîna prendre un café au lieu de leur réunion habituelle. Ils s'assirent dans un petit endroit en centre-ville, la vapeur montant de leur tasse. « T'es silencieuse ces derniers temps, » dit-il en remuant du sucre dans son café. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle haussa les épaules, regardant la rue dehors. « Je cherche juste ce qui vient après, » lui dit-elle. Il se cala dans son siège, l'observant. « T'as pas à le trouver toute seule, tu sais. » Elle le regarda, ses yeux fixes sur les siens, et quelque chose bougea. Jason avait été là pour tout, les combats, les victoires, les bleus en prison. Elle n'y avait jamais trop pensé au-delà, mais maintenant, elle n'était plus si sûre. La vie commença à prendre un nouveau rythme. Elle vendit la vieille maison après que la banque l'eut saisie,
utilisant l'argent pour financer une bourse pour des gamins de foyers difficiles. Ce n'était pas grand-chose, mais ça semblait juste, quelque chose de bien tiré de tout ce bordel. Jason l'aida à mettre ça en place, plongeant dans la paperasse avec elle tard le soir devant des plats à emporter. Un soir, ils étaient étalés sur le sol de son salon, boîte de pizza ouverte, passant en revue des candidatures. Il jeta un dossier de côté et la regarda. « T'es différente maintenant, dit-il. Moins en colère. » Elle attrapa une part et ricana. « Peut-être que je suis juste fatiguée. » Il rit, secouant la tête. « Nan, c'est plus que ça. Tu commences à vivre à nouveau. » Elle ne contesta pas. Il avait raison. Les choses étaient plus légères, comme si elle avait enfin lâché un truc lourd. L'été arriva, et Jason la convainquit de faire une pause. Ils roulèrent jusqu'à une cabane qu'il avait louée près d'un lac, à quelques heures de la ville. C'était petit, avec des murs en bois et un porche grinçant, mais la vue s'étendait sur des kilomètres. Ils passèrent la première journée à pêcher, assis sur le ponton avec des cannes cheap achetées dans une station-service. Elle attrapa un petit poisson et le rejeta, riant quand la ligne de Jason s'emmêla dans les herbes. Ce soir-là, ils firent un feu dehors, les flammes crépitant alors que le soleil plongeait sous les arbres. Elle s'appuya contre une chaise, sirotant une bière, la chaleur réchauffant ses jambes. Jason était assis en face, tisonnant les bûches avec un bâton. Il avait été plus silencieux que d'habitude toute la journée, nerveux, comme s'il avait quelque chose à dire. Enfin, il posa le bâton et la regarda, la lumière du feu dansant dans ses yeux. « Ma reine, commença-t-il, la voix basse. J'y pense depuis un moment. » Elle inclina la tête, attendant. Il se frotta la nuque, une habitude nerveuse qu'elle avait vue 100 fois. « Quand je t'ai rencontré dans ce bar, je pensais que t'étais juste un boulot, quelqu'un que je pouvais remettre sur pied. C'est comme ça que ça a commencé. » Il fit une pause, prenant une inspiration. « Mais plus on passait du temps ensemble, plus je réalisais que c'était pas juste ça. » Il hésita un instant avant de continuer. « Je t'ai vu te battre contre des trucs que je souhaiterais à personne. T'es dur comme fer, mais t'as ce cœur que tu montres pas à beaucoup. Et quelque part en chemin, je suis tombée pour toi. » Sa bière s'arrêta à mi-chemin de sa bouche, et elle le fixa. Il continua, les mots dégringolants. « Je pensais que c'était juste moi qui faisais l'idiot, pris dans le boulot, mais c'est pas ça. Je t'aime, ma reine. Je veux rester avec toi pour de vrai, pour de bon, si tu veux bien de moi. » Elle posa la bouteille, ses mains sur ses genoux. Jason l'aimait. Après toutes ces années, le gars qui l'avait sorti des ruelles et des cellules, qui avait été là quand elle n'avait rien, était là, à tout déballer. Elle ne sut pas quoi dire au début. Elle avait passé tellement de temps à courir sur la colère, à tenir tout le monde à distance, que ça la prenait au dépourvu. Mais ensuite, elle y pensa, vraiment. Jason n'était pas comme papa, Monica ou Nick. Il ne lui avait jamais tourné le dos, n'avait jamais rien demandé qu'elle ne pouvait donner. Il avait été son roc, et peut-être qu'elle avait ressenti quelque chose aussi, enfoui sous tout ce chaos. Elle le regarda, son visage tendu, attendant qu'elle le rejette. « T'es sérieux ? » demanda-t-elle, le ton léger. Il hocha la tête, sans hésiter. « Mortellement sérieux. » Elle lâcha un petit rire, secouant la tête. « T'es fou, Jason. » Puis, plus doucement, « Mais ouais, je veux bien de toi. » Son sourire s'élargit, et il se leva, contournant le feu pour la prendre dans ses bras. Elle lui rendit son étreinte, sa veste rêche contre sa joue, et pour la première fois depuis une éternité, elle sentit quelque chose de chaud se poser dans sa poitrine. Ils se rassirent, proches maintenant, le feu crépitant entre eux. Il prit sa main, mêlant ses doigts aux siens. « Alors, c'est quoi le plan ? » demanda-t-il. « On a tout un week-end ici. » Elle serra sa main, regardant le lac. « Restons juste comme ça un moment, dit-elle. Pas de combat, pas de plan, juste nous. » Il hocha la tête, s'adossant avec elle, et ils regardèrent les étoiles apparaître une à une. Le lendemain matin, ma reine se réveilla avec l'odeur du café qui passait et Jason faisant des pancakes sur un petit réchaud. Ils mangèrent sur le porche, l'air frais et vif. Elle se surprit à sourire plus qu'elle ne l'avait fait en des années. Plus tard, ils firent une rando sur un sentier proche,
serpentant entre les pins jusqu'à une clairière avec vue sur l'eau en contrebas. Maren resta là, reprenant son souffle, Jason à ses côtés. C'est ça, dit-elle, plus pour elle-même que pour lui. Ce qui me manquait. Il passa un bras autour de sa taille. Tu l'as maintenant, dit-il. Et il avait raison. La vengeance était finie, le passé enterré, et elle avait trouvé quelque chose de mieux, quelqu'un qui la voyait, tout entière, et qui restait. Elle n'était plus vide. Elle était heureuse.